Bonjour, soyez les bienvenus dans la Semaine de l'écho. Drones, missiles ou avions de chasse, une 55e édition du Salon du Bourget aux couleurs militaires. Sur les 2400 exposants venus de 48 pays, 926 sont directement affiliés au secteur de la défense, sans parler du cyber, de l'intelligence artificielle, du quantique, du spatial, où là encore, l'heure est au réarmement. Alors comment financer ce réarmement? L'Europe se donne-t-elle les moyens? Comment faire grossir les PME françaises et quelle place pour l'avion de demain, moins polluant et plus autonome? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Renaud Bellet, docteur en sciences économiques, co-directeur de l'Observatoire de la Défense à la Fondation Jean Jaurès, Sandra Budimir, cofondatrice d'Expansion, fonds d'investissement européen dédié aux startups aérospatiales et de défense, Jean-Pierre Deveau, président du cabinet de conseil Innovstra, et depuis le Salon du Bourget, Jérémy Caussade, cofondateur d'Aura Aéro, constructeur d'avions électriques et hybrides, mais aussi de drones. Vous nous expliquerez ça dans quelques secondes. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est le premier rendez-vous de l'aéronautique mondiale. Guerre en Ukraine, à Gaza et escalade des frappes aériennes entre Israël et l'Iran. Partout dans le monde, les tensions s'aggravent, les dépenses militaires sont en hausse et les entreprises sont au rendez-vous. Au Bourget, jamais l'industrie militaire n'avait été aussi visible. Écoutez le président de la République. C'est la montée aussi, il y a toute la partie défense qui correspond à l'état du monde, à ces désordres, ces déséquilibres, avec de plus en plus de pays qui s'équipent. Et ce salon qui a toujours eu une composante défense, on le voit, une composante qui croît chaque année davantage et qui, cette année, est sans doute encore plus forte que les autres. Jean-Pierre Deveau, vous êtes un habitué de ce salon. Des équipements militaires au Bourget, ça n'est pas nouveau, mais peut-être ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ils s'exposent ainsi au grand jour. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des volontés budgétaires et qu'il faut quelque part amener des solutions à un certain nombre de problèmes qui nous sont posés. Et donc, je crois que ces solutions existaient plus ou moins ou étaient en maturation plus ou moins. Et maintenant, il faut effectivement les montrer, discuter, trouver également la supply chain qui va bien pour répondre... La chaîne d'approvisionnement. Oui, la chaîne d'approvisionnement, pardon, qui va bien pour... répondre finalement aux volontés d'augmenter un certain nombre de productions. Tout ça, ça nous amène effectivement des industriels qui présentent de manière, je dirais, plus dynamique leurs produits militaires. Là où autrefois on était plus focalisé dans l'industrie d'armement, enfin dans l'industrie aéronautique et spatiale, vers l'espace civil, parce qu'il y avait un engouement vers finalement le New Space qui demeure, hein, et l'aéronautique civile, parce que là, elle tirait les marchés, elle tirait les commandes. Il y a moins de pudeur, d'une certaine façon. Il y a moins de pudeur et il y a surtout la volonté d'utiliser ce salon, qui est un des plus grands forums mondiaux pour cela, pour effectivement rencontrer des gens, discuter avec les futurs utilisateurs, discuter encore une fois avec les maîtres d'œuvre qui vont intégrer ça dans des grands systèmes, discuter aussi avec des partenaires pour commencer à monter des partenariats, voire commencer à discuter d'acquisition ou de fusion d'entreprises. Sandra Budimir, je ne sais pas si vous êtes une habituée de ce salon. En tout cas, depuis 4 ans, votre fonds investit dans 23 startups dans 7 pays européens, dans l'aéronautique, dans le spatial. Cette montée en puissance du militaire, vous la percevez au quotidien ? On l'aperçoit au quotidien et on l'aperçoit effectivement de manière beaucoup plus décomplexée depuis quelques temps. Nous, c'est un sujet qu'on porte avec ce fonds depuis l'origine. On a démarré notre levée de fonds en 2021, donc 4 ou 5 mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en se positionnant véritablement sur l'aéronautique, le spatial et la défense, qui a toujours été un secteur très important pour nous, et on sentait bien qu'il allait falloir devoir faire quelque chose, parce qu'effectivement, après un certain nombre de dizaines d'années de ce qu'on appelle les dividendes de la paix, à désinvestir dans le militaire, il allait bien falloir à la fois rattraper le manque et investir dans l'avenir et dans les futures technologies. Donc ça a toujours été quelque chose de très important pour nous. Et oui, je suis une habituée du Bourget. Ça fait 20 ans que j'y vais. On dit que c'est quasiment mon 10e Bourget. Dans différentes vies professionnelles, mais toujours accès aérospatial défense.
Et je dirais que ce Bourget a été un énorme Bourget pour nous cette année, surtout du point de vue des nouveaux acteurs, effectivement de la défense. Mais on a pu voir, il y a 10 ans, il y avait 0 start-up sur le Bourget. Aujourd'hui, elles sont partout. Ça a été un Bourget plein d'annonces et pas de promesses, mais où on a annoncé des grands programmes, on a annoncé des partenariats, on a annoncé des budgets directement pour nos startups. Nos startups ont été citées quasiment quotidiennement par le Cornu. Quasiment. Oui, puisqu'on a vu Aldoria, qui a été même aujourd'hui reçu par le président de la République, cité par le Cornu hier, Ministre des Armées. Ministre des Armées, pardon, donc jeudi dernier et vendredi par Emmanuel Macron, afin de se positionner sur le projet du ministre des Armées du spatial en 4 axes qu'il a déroulé. Et donc sur cette partie observation et surveillance, ce sera confié à une start-up. On a sur la partie observation aussi annoncé une grosse levée de fonds pour Lookup Space, qui est une autre start-up qui a annoncé sur le salon 50 millions de levées. C'est pas mal pour un salon. Jérémy Caussade, alors on parle de militaire, mais il y a également, en tout cas en ce qui vous concerne, et c'est le moins que l'on puisse dire, c'est vos avions électriques et hybrides qui ont marqué des points. Vous avez engrangé un maximum de contrats pendant ce salon. Oui, on a déjà commencé par ouvrir le salon du Bourget avec 3 de nos avions pour les démonstrations du lundi matin et géré par le premier avion, l'avion blanc qui est derrière moi, qui est un avion électrique. On a également effectivement passé la barre symbolique des 10 milliards de carnets de commandes pour notre avion régional 19 places. Et finalement, ce qu'on voit, indépendamment des thématiques défense en tant que telles, c'est un retour à la question de la souveraineté industrielle européenne, que ça touche aux enjeux de décarbonation, de nouvelle aviation ou de défense plus spécifiquement. Vous êtes précisément en train de vous développer avec vos avions aux États-Unis. Alors, faut-il une volonté d'attaquer le premier marché mondial ou de contourner des éventuelles surtaxes américaines voulues par Donald Trump ? Non, on a lancé le projet. En fait, on a signé une convention en 2023 sur le Salon du Bourget, donc le précédent avec l'université américaine d'Embry-Riddle qui est basée à Daytona Beach. Et on a fait le choix de s'installer à Daytona Beach, à la fois pour nos biplaces, mais aussi pour le 19 places, parce que c'est le plus gros marché du monde et que pour l'adresser au bon niveau, il faut y être présent. Donc c'est plutôt une stratégie depuis le début d'être positionné à la fois à Toulouse, où on a le siège social, et là où on développe la totalité de nos avions, mais également aux États-Unis sur l'aspect production, que ce soit pour le biplace comme pour l'avion régional 19 places. Alors là, on parle d'avions du futur. Pour l'instant, il s'agit, on le voit, de petits appareils avec une faible autonomie. À quelle échéance est-ce envisageable un gros porteur électrique ou hybride ? Alors, nous, on travaille sur donc effectivement le biplace, à peu près 1 heure d'autonomie pour l'avion électrique. On travaille également sur un avion régional qui fait 19 sièges et qui lui est un avion hybride électrique. Je pense qu'il y a un avenir horizon 2035-2040 pour pouvoir faire des avions plus gros que le 19 places pour de l'aviation régionale, jusqu'à probablement une centaine de sièges. Maintenant, en ce qui concerne les longs courriers, c'est un autre sujet et à vrai dire, c'est pas le nôtre. Donc l'avion du futur, il ressemblera à quoi ? Disons que l'avion du futur, il doit être plus intelligent, il doit être plus confortable, il doit aussi être plus sûr. On doit continuer cette quête de la sécurité et il doit être compatible aux trajectoires climatiques. Donc, on voit de plus en plus pour avoir de l'ultra sobriété et des avions bas carbone, finalement le retour des avions à hélice quand même, ou des avions à turboréacteurs avec des très gros réacteurs. Et puis après, on doit travailler également sur faire des routes plus directes, sur utiliser l'intelligence à bord pour arriver à optimiser un peu l'émission. Et le tout dans un contexte d'augmentation de la sécurité et du confort pour les passagers. Et le tout avec un rendement économique suffisant pour que le transport aérien de demain ça soit applicable à tout le monde et pas uniquement à des gens très riches.
Jérémy Cossade vient de nous parler de souveraineté également. Alors face aux crises multiples et au désengagement de l'allié américain, l'Europe, on l'a dit, veut renforcer sa place dans l'armement, sécuriser ses chaînes d'approvisionnement. La Commission s'est dotée d'un plan pour mobiliser quelques 800 milliards d'euros d'ici 2030. Les dépenses militaires ne seront plus prises en compte dans le calcul des déficits publics. La Commission doit lever 150 milliards d'euros qu'elle prêtera aux États intéressés pour financer leurs dépenses dans du matériel fabriqué dans l'Union européenne, et les achats entre pays européens où certains États tiers seront favorisés, encouragés. Renaud Bellet, avec ce plan, vous diriez qu'il y a de quoi produire ses propres armes et cesser de dépendre des équipements américains? Alors, le processus d'autonomie stratégique sera long, puisqu'en fait, la France a mis 70 ans en fait, à reconstruire l'industrie de défense. Donc, il s'agit à la fois de combiner un besoin à court terme de réarmement, puisqu'on a un déficit d'investissement très important pendant les divisions de la paix. En fait, on a sous-investi très largement. On était autour de 1,2-1,3% du PIB consacré à la défense en Europe. On est arrivé à 2% cette année dernière. Donc, en fait, on a un énorme déficit pour se rééquiper. Donc, à court terme, l'idée était d'optimiser en fait, les productions existantes en Europe et de limiter les achats à l'étranger, puisque une fois qu'on est équipé par un équipement non européen, il faut attendre un certain temps avant d'acheter un équipement européen. Et en parallèle, bien sûr, il faut renforcer les dynamiques de projets de recherche et développement avec le Fonds européen de défense, par exemple, pour développer de nouvelles capacités en Europe et se substituer des produits importés avec des produits développés localement. Sandra Budimir, l'industrie européenne est-elle capable de rivaliser avec des acteurs américains, par exemple ? Elle en a les moyens et beaucoup plus qu'elle ne le pense, cette industrie européenne. Et il y a une conjonction de facteurs en ce moment qui éclaircit l'avenir dans ce domaine-là et en tout cas qui me rend convaincue de l'intérêt du développement de nouvelles sociétés et de nouveaux champions en Europe au travers des startups, du soutien évidemment de l'industrie traditionnelle et surtout du besoin que tout le monde travaille très bien ensemble. Ça marchera au niveau européen si au niveau national, surtout nous, la France, on est très fort et on investit suffisamment. Parce qu'au niveau européen, ce qu'il va falloir savoir jouer, ce sont les consortiums. Il y aura des budgets au niveau européen, mais on va demander aux acteurs de s'allier entre eux. Et soit on voudra prendre les miettes de ces consortiums, soit on sera au cœur du réacteur sur certains grands sujets. Et je trouve que cette semaine, Macron a terminé la semaine vendredi, le président Macron en venant vendredi et en annonçant un certain nombre de choses. Il a bien préparé sa semaine avec son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui a massivement annoncer des investissements, des partenariats, des projets très très concrets et assez immédiats dans lesquels sont impliqués tous les acteurs. Et au niveau national, on a une loi de programmation militaire qui est, vous me corrigerez si vous savez mieux fois, 25% plus importante que la précédente. Et jusqu'à 2030, on prévoit un certain nombre de choses. Alors je sais que j'ai vu passer des articles qui disent ça va pas assez vite. On va venir sur le financement dans une seconde. Oui. Je voudrais peut-être faire d'abord réagir Jean-Pierre Deveau. Vous êtes d'accord pour produire en masse, répondre à des besoins immédiats, il y a urgence en France, en Europe, à se regrouper? C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit parce que effectivement jusqu'à présent les armées avaient besoin d'équipements, mais à des cadences qui étaient faibles du fait des budgets, du fait des besoins. Raison peut-être aussi pour laquelle les gouvernements se tournaient vers les États-Unis. Voilà. Aujourd'hui, clairement, on voit que les conflits qui sont en présence, c'est des consommations d'armement à des vitesses qui sont folles. Rien que prendre la guerre des missiles qui a lieu en ce moment entre l'Iran et Israël, on voit que les deux pays sont en train de littéralement finalement en une semaine ou 2 semaines, assécher leur stock. Donc la guerre en Ukraine a montré la même chose sur les drones. Donc je crois qu'il est clair que tout le monde est bien conscient aujourd'hui qu'il va falloir massifier quelque part les industries d'armement, faire en sorte qu'elles repassent finalement un cap qu'elles avaient connu dans la guerre froide d'une capacité de production importante et surtout d'une capacité d'accélération de cette production en cas de crise importante. Et ça, c'est le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'accélérer finalement des productions, mais on est au maximum de ce qu'on peut faire sans avoir une crise.
Il est clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on reprenne la dimension qu'on avait il y a quelques années, c'est-à-dire c'est ce niveau qu'on est en train d'atteindre avec un PIB consacré, enfin, avec une part de budget consacrée plus importante en période stable. Il faut être aussi capable d'accélérer en période instable. Et on voit bien que c'est un des sujets qu'on a avec les Ukrainiens, c'est un des sujets qu'ont les Israéliens en ce moment. Comment accélérer, comment avoir le tissu industriel capable d'accélérer. Vous vouliez réagir? Oui, en fait, l'un des problèmes qu'on a en Europe, c'est qu'il y a des capacités importantes, mais elles sont assez morcelées et mal connues d'un pays à l'autre. Et en fait, on se rend compte, lorsque Thierry Breton était commissaire européen, qu'il y avait en fait plein de capacités que les pays ne connaissaient pas. Et le réflexe naturel est d'aller chercher aux États-Unis la solution. Déjà, chercher en Europe ce qui existe, c'est un peu la dynamique que la Commission avait enclenchée avec EDIRPA, en disant que les pays qui s'associaient pour acheter ensemble un matériel existant pouvaient mutualiser et avoir des économies d'échelle et donc soutenir aussi l'investissement. Mais comme le disait Jean-Pierre, ce qui est important aussi, c'est qu'on a aujourd'hui optimisé un outil qui est tout petit, qui était vraiment réduit après la fin de la guerre froide. Et ensuite, on a su optimiser, mais multiplier par 2 ou 3, la production est possible. Aller au-delà suppose des investissements. Et pour investir, il faut une visibilité de long terme, des contrats pluriannuels ou des garanties de commande d'une forme ou d'une autre. Jérémy Caussade, vos avions, ils sont soutenus par des géants tels que Airbus, Safran, Thales. S'adosser à ces groupes, pour vous, c'est indispensable pour une PME comme la vôtre? Oui, je pense que c'est indispensable et c'est très probablement indispensable d'ailleurs pour les deux à terme d'avoir la capacité à travailler entre les petits, les moyens et les gros, chacun sur son champ d'application avec ses produits. Je pense que concernant le sujet de défense qui était évoqué, il faut surtout qu'on prenne notre destin en main. Donc oui, les budgets, la vision long terme, c'est une réalité. Mais enfin, il faut surtout un peu plus d'entrepreneurs qui prennent les risques de se lancer. On voit qu'il y a clairement un changement de philosophie où on doit faire dans la défense plus du volume à coût abordable que de la toute petite série à très cher. Et ça nécessite un petit peu de revoir le modèle. On voit quand même qu'il y a des choses qui se passent avec notamment l'alliance d'Anduril et de Rheinmetall qui sont de nature quand même à remuer un petit peu les acquis sur lesquels on est. Et puis, il s'agirait quand même d'éviter de reproduire le schéma qu'on a vu avec l'automobile, c'est-à-dire en gros des constructeurs chinois et américains qui sont plus ambitieux, plus entreprenants et qui finissent par finalement de faire très mal à l'industrie européenne. On voit qu'on s'est quand même massivement trompé également dans le spatial quand on voit la dynamique de SpaceX et des autres. Il faudrait que sur les sujets d'aviation, en particulier d'aviation décarbonée, mais également de défense ou de nouvelles défenses et les sujets des drones en néant, qu'on soit capable d'arriver à cette fois-ci y répondre au bon niveau parce qu'il n'y a aucune raison valable qu'on ne soit pas au rendez-vous. Sandra Bullimer, je Oui. veux Réagir, parce que, réagir. Ouais. effectivement, en tant que fonds d'investissement, on voit passer pas mal de dossiers. Des entrepreneurs, il y en a. Et particulièrement en France, quand on est un ingénieur en France, on a ça dans son ADN de travailler pour développer des technologies pour son pays, et ça fait pas peur. Des projets entre les gros et les petits, il y en a. Sur le stand du ministère des Armées, on voit le programme Toutatis qui est lancé. Donc c'est l'idée d'envoyer un satellite guetteur-chasseur qui se fait main dans la main avec MBDA, avec U-Space, qui est une start-up qui va produire des petits satellites, et avec, par ricochet, Hyperspace, qui va gérer la propulsion, une start-up bordelaise. Il y a des consortiums, les petits se rejoignent entre eux. On a annoncé et des petits européens, eux, ils arrivent à faire de la coopération. On a annoncé la coopération entre 3 start-up françaises, luxembourgeoises et allemandes qui visent à créer un laboratoire dans l'espace pour produire des médicaments. Et la 3e start-up va être capable de faire de la réentrée, d'aller récupérer les cargos. Allez-y. Je veux juste préciser que l'une des difficultés quand même pour le domaine de l'armement, c'est que c'est un marché où tout est interdit, c'est un principe de prohibition. Donc ici, il faut aussi que l'État accompagne en fait avec une évolution du cadre réglementaire pour permettre aussi à des startups de pouvoir rentrer sur le marché et pouvoir développer des solutions. Parce qu'il faut bien sûr qu'une startup puisse produire à un moment donné, livrer des choses. Et donc ça, c'est un élément important. Et s'il n'y a pas de commande publique, in fine, ça va être très compliqué. Alors, le ministère des Armées, après avoir été peut-être un peu schizophrène en disant oui, il faut du temps long. Nous, à la DGA, la Direction Générale de l'Armement,
On fait du lourd, on fait du sérieux, la dissuasion, le nucléaire, des programmes sur un temps infini. Et puis avec la guerre en Ukraine, on a ces problèmes de cadence à assurer et ils y travaillent pour s'assurer un palier de production et de monter de monter en prod. Et également assurer la production d'une idée. Vous évoquiez les drones tout à l'heure. Aujourd'hui, on a été capable de lancer une spec de drone basée sur 7 spécifications, donc 7 détails de Qu'est-ce que c'est drone. qu'une spec de drone? C'est de dire, je veux qu'il aille à telle vitesse, à telle hauteur, qu'il dure tant de temps et qu'il porte tant de charges dans le but de faire de la surveillance, de la reconnaissance ou autre chose de plus létal. Et ça, on a été capable de lancer l'appel d'offres et de voir les démos arriver en 9 mois. Et ça, c'est le ministère des Armées qui le fait. Alors, peut-être juste un bémol, oui, parce qu'effectivement, c'est des choses que j'ai connues il y a 10 ans quand j'étais à la DGA. On a Donc vous avez quasiment moins d'un an traité ce genre de questions. mis un drone terrestre dans les mains de nos troupes en Afghanistan après l'avoir sur un mode challenge. Donc je crois que c'est pas neuf. Le problème auquel on est confronté souvent, c'est des problèmes aussi annexes, à côté. La technologie, oui, on y arrive. Faire de l'industrie, on y arrive. Et puis à un moment donné, on finit par buter aussi sur des conditions réglementaires de temps de paix qui font qu'on a des difficultés à mettre en place, ce qui va nous permettre en fait de mettre en place une capacité militaire complète. Si vous prenez l'exemple des drones, aujourd'hui il y a des réglementations, mais c'est quand même encore compliqué. En tout cas, les drones, il y en avait énormément sur ce salon. Alors, il y en a énormément au salon. C'est à se demander s'il y en a pas. Enfin, tout le monde fait des drones. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir. Finalement, quand on regarde en Ukraine, il n'y a pas de réglementation applicable ou très peu de réglementation applicable quand les drones volent en l'air. Ils sont en guerre. C'est pas le cas en France. C'est loin d'être le cas en France. Et c'est loin d'être le cas en Europe. Et donc, dans le champ d'application possible que finalement les entrepreneurs vont rencontrer, on va avoir un peu ce genre de difficultés qui vont apparaître. Jérémy Caussade, vous avez été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet, justement de la Direction générale de l'armement. Comment vous positionnez dans cette guerre des drones ? Ouais, effectivement, le drone, c'est un peu comme avion, hein. Ça peut cacher énormément de choses très différentes. En l'occurrence, dans notre cas, on parle d'un drone MAL, moyenne altitude, longue endurance, qui est donc pour nous, concernant drone, et qui va faire à peu près 2 tonnes de masse max au décollage, et donc 1 tonne de charge utile. Je pense que la meilleure façon de répondre aux enjeux est d'essayer de tenter de rattraper notre retard. Parce que des projets, il y en a, mais le passage à l'échelle, c'est encore autre chose. Le sujet est quand même d'avoir de l'impact. C'est sur 2 aspects. Le premier, c'est d'essayer d'aller vite. Si on va vite, ça coûte pas si cher que ça, et on est capable d'arriver à itérer rapidement. Et là, donc, en l'occurrence, sur le contrat dans lequel on a été sélectionné pour un financement d'appel à projet avec 4 autres sociétés, il faut qu'on vole l'année prochaine. Donc on fait voler le drone d'un taille en avion pour l'année prochaine, mais plus important encore, c'est pour livrer aux forces horizon 2028-2029. Et ensuite, je reviens sur les enjeux de coopération. Oui, il y en a. Des coopérations au bon niveau, il y en a assez peu. Donc nous, typiquement, on travaille sur le drone MAL avec Safran, avec Thales, avec Aresia, avec Dukelis, avec un certain nombre d'acteurs français. Effectivement, l'environnement français est extrêmement riche. Et je pense qu'après, il faut avoir suffisamment de volonté. Et finalement, la façon dont la DGA a proposé cet appel à projet pour tenter de rattraper notre retard sur les drones de cette taille-là, en l'occurrence, est plutôt une bonne méthode avec une ligne de départ tracée, une relève des compteurs dans 1 an pour les 5 enjeux, et puis à partir de là, une évolution vers une commande série. Et l'enjeu réglementaire est un sujet. Pour les drones MAL, c'est, je pense, plutôt une opportunité pour essayer de rattraper notre retard, notamment face à la concurrence américaine, israélienne ou turque. Justement, parlons-en. L'italien Leonardo et le leader des drones militaires, le turc Baykar, ont récemment annoncé la création en Italie d'une co-entreprise pour la production de drones. Baykar a d'ailleurs exposé, on les voit, ces derniers modèles sur le stand de Leonardo pendant le salon. Écoutez ce qu'en dit son PDG, Alouk Bayraktar. Baykar est déjà le plus grand exportateur de drones armés dans le monde. Nous sommes basés en Turquie et établis dans plus de 40 pays.
Leonardo est un grand groupe du secteur aéronautique, un groupe italien bien établi en Europe. Nous avons donc décidé d'unir nos forces dans le domaine des drones de défense et mettre notre technologie et expertise au service des Européens, mais aussi des pays de l'OTAN et en fait du monde, avec des produits de très haute qualité et des plateformes certifiées au sein de l'UE. Le leader des drones armés Baykar qui allie ses forces avec l'italien Leonardo pour s'attaquer au marché européen et à celui des pays de l'OTAN. Jérémy Cossat, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est étonnant. C'est étonnant. On parle d'enjeux de souveraineté lourde et il est clair que Baykar a une connotation extrêmement proche du pouvoir turc. Oui, c'est marrant. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que c'est une motivation supplémentaire pour trouver des enjeux de souveraineté française d'un côté, également européenne de l'autre, intra-européenne. Je pense que c'est à regarder de près et il ne faut pas minimiser les conséquences que ça pourra avoir sur l'environnement drone de demain. Jean-Pierre Deveau, la souveraineté militaire de l'Europe, elle passe par la Turquie sur les drones ? C'est un sujet un peu délicat puisque la Turquie fait partie de l'OTAN Absolument. et donc a priori est un de nos alliés. Donc après, je pense que compte tenu de l'histoire actuelle, effectivement, il faut rechercher d'autres solutions européennes de souveraineté. Après, il faut peut-être aussi regarder ce qu'il y a à l'intérieur du drone turc parce que souvent on voit la chaîne de fabrication, mais l'un des problèmes quand même de la souveraineté européenne, elle est aussi, elle n'est pas que finalement dans le porteur, elle est aussi dans toute l'électronique. Je travaille énormément en ce moment sur des sujets électroniques radar, et il y a toute une partie de l'électronique qu'on ne sait acheter qu'à l'extérieur de l'Europe, parce qu'il n'y a plus rien en Europe en matière d'électronique ou d'électronique, que ce soit radiofréquence ou numérique. On est aujourd'hui confronté à un manque total de fournisseurs européens indépendants sur des sujets qui sont absolument critiques pour la performance de ces éléments-là. Et on se fournit auprès de qui pour cette électronique ? Les Américains, pour un certain nombre de sujets, les Japonais, les Coréens, sachant que les Turcs doivent se fournir, eux, probablement aussi chez les mêmes fournisseurs, et peut-être même chez les fournisseurs chinois qui commencent à arriver sur le marché avec d'excellents équipements. Est-ce que c'est ce manque d'équipements, de composants qui explique que la France, les Européens n'aient pas été capables de construire, d'être leader sur les drones de combat ? Non, ça n'explique pas ça, mais parce qu'on aurait trouvé des solutions. Ce sont des composants qui sont accessibles via le marché de l'automobile, qui sont accessibles via d'autres marchés, mais qui vont très vite devenir limitants si les Américains ou les Coréens décident que finalement il faut bloquer cette chaîne d'approvisionnement pour favoriser leurs produits. Et là, on voit bien avec les terres rares en Chine ce à quoi ça peut conduire. Donc on est dans une situation où il faut que sur l'ensemble des composants, on ait un travail de fond pour savoir ce qu'est la souveraineté européenne. Et elle passe aussi par des éléments aussi petits que des FPGA qui sont des calculateurs, des transformateurs de radio, de fréquences ou des choses comme ça. Donc, et pour lesquels on n'a pas d'autres solutions aujourd'hui. Alors, je ne parle même pas de l'intelligence artificielle, où il n'y a quasiment que Nvidia qui est sur le marché. Donc, voilà, ce sont des éléments clés pour l'indépendance. L'Europe s'en est saisie parce qu'elle a vu le problème dans le spatial il y a une quinzaine d'années. Malheureusement, ça n'a pas conduit à une industrie. Ça a conduit effectivement, le spatial, c'est des petites séries. Ça a conduit en fait à des laboratoires, mais qui n'ont pas conduit à une industrie. Et là, il faut vraiment qu'on bâtisse une industrie pour assurer cette autonomie. Encore une fois, j'ai cité le cas des composants électroniques, mais il y a plein d'autres cas qu'il faut regarder. Je voulais y réagir. Non, je pense qu'il faut voir. En fait, quand on parle d'autonomie stratégique, la question, c'est la sécurité d'approvisionnement. Et donc ici, en fait, c'est une question de taille de marché. Souvent, en fait, on a eu des productions par le passé. Thales, par exemple, faisait des composants électroniques jusqu'aux années 90, mais en fait, le coût, compte tenu de la très forte baisse de la production, les coûts devenaient intenables, et même la capacité à maintenir la compétence était très compliquée. Et donc, on a fait des impasses. Et on s'est focalisé sur la partie d'intégration, de design des solutions. Mais il faut regarder que pour un équipement sophistiqué, il y a 65-70% qui est en fait fait par la chaîne d'approvisionnement. Et donc ici, il y a plein de maillons qu'il faut identifier. Et on a essayé de faire marcher
mécanisme de marché, en quelque sorte, en disant, mais finalement, c'est pas grave, on peut acheter un complément de production pour les Américains, c'est beaucoup plus simple que d'essayer d'avoir une production en Europe. Ça pose deux questions. Est-ce qu'il faut une logique nationale pour ces sources d'approvisionnement? C'est pas tenable du point de vue économique. Et là, il faut envisager des sources européennes. Et donc, une sécurité d'approvisionnement entre Européens. Donc ici, on voit bien, c'est toute la démarche de la Direction générale défi à la Commission européenne de vouloir reprendre la main sur l'ensemble de la base industrielle, en fait. Quelque chose à ajouter sur cette chaîne d'approvisionnement et ces sources d'insécurité? Et sur la capacité à contractualiser ces acteurs, parce que sinon, ce qui n'existait pas il y a 10 ans, c'était peut-être de développer un produit en moins d'1 an, mais certainement pas d'assigner un contrat à un acteur qui ne fait pas partie de la base industrielle de défense. Donc pas un Airbus, Thales, etc. Il y a 5 ans encore, une de mes startups a mis 2 ans à obtenir un contrat pour une petite preuve de concept de 100 000 € et il a dû être passé par un industriel. Aujourd'hui, les contrats dont on parle, ils sont signés en 3 mois directement à des startups. Ça va permettre aussi d'aller plus vite dans l'intégration et la création de composants. Tout à fait. Sur la question du financement, vous avez profité du Bourget pour plaider votre cause auprès des banques et des assureurs qui sont souvent frileux en matière d'armement, peut-être à cause de la mauvaise image, d'une rentabilité jugée insuffisante. Comment vous les avez trouvés ? Alors, il faut savoir que les lignes bougent énormément. On a utilisé ce Bourget pour faire de la pédagogie et effectivement faire venir ces acteurs qui ne sont pas invités autour de la table parce qu'on va avoir besoin d'eux. On a besoin de financement privé massif. Donc, on en a parlé, on a besoin de contrats, on a besoin de champs d'application et on a besoin, par contre, très clairement, ce qu'on ne fait plus, ce que le ministère des Armées ne veut plus faire, c'est mettre sous perfusion ces acteurs. Donc il faut du capital privé pour leur permettre de financer leur développement qui sont ultra rapides. Donc pourquoi c'est une start-up? Parce qu'elle dépense plus, elle va plus vite voilà, en termes de financement. Ils sont venus parce qu'il y a encore une fois un alignement des planètes, pas juste parce qu'on est sympa et qu'on les a mis bien et que tout le monde adore aller au Bourget. Il y a une volonté politique, il y a une réunion en mars du ministre de l'économie, des finances et des armées pour justement prendre des mesures pour doper le financement de ces assureurs et de ces banques. C'était en mars, donc 3 mois plus tard. Où est-ce qu'on en est? Alors 3 mois plus tard, on va dire, rien n'est fait. Ça, c'est toujours très amusant de voir. Mais est-ce que ça commence à porter ses fruits? Ça à porter ses fruits parce qu'il y a un travail de fond, encore une fois, de pédagogie pour dire il faut des fonds de défense, il faut que les fonds comme le nôtre soient encore plus soutenus. Il faut qu'on ait pris conscience que si on caricature, le délégué général de l'armement disait ce jour-là d'ailleurs que la défense était classée au même niveau que la pornographie au niveau des institutions européennes qui sont très suivies. Les critères au niveau européen sont suivis par les assureurs, les banquiers, les investisseurs institutionnels, donc ne vont pas investir là-dessus. Tout ça a explosé. Aujourd'hui, on a au niveau européen des poches d'investissement, soit dans des fonds comme le nôtre, soit directement dans les startups qui sont dédiées à la défense. Tu parlais de la DG DEFIS. On a déployé 175 millions. Alors on peut dire que c'est pas assez, mais la deuxième poche arrive. Il y a une source d'interrogation, c'est cette loi de programmation militaire, vous le disiez à demi-mot tout à l'heure, elle prévoit 413 milliards d'euros de dépenses d'ici à 2030, c'est exceptionnel. Pour autant, un rapport de la Commission des finances du Sénat pointe les nombreux surcoûts liés notamment aux opérations en Europe de l'Est, en Nouvelle-Calédonie ou pour les Jeux Olympiques, mais surtout les impayés du ministère des Armées chiffrés à 99 milliards d'euros fin 2024. Ça fait quand même beaucoup, 99 Ça sont les engagements, je pense. Engagements. Est-ce que c'est de nature à retarder des programmes militaires, à mettre en difficulté des industriels? C'est une situation qu'on a déjà vécue. On a beaucoup vécu. Oui, mais aujourd'hui, le contexte de disette budgétaire étant... On engage beaucoup et à un moment ou un autre, effectivement, on se retrouve à court d'argent à la fin de l'année, avec quand même des mesures qui sont prises effectivement pour les petites entreprises de manière assez systématique, de sauvegarder la trésorerie des petites entreprises au détriment des grandes entreprises. Donc ça, c'est effectivement un effet d'accélération qui est en train de jouer sur les finances de l'État, parce que
on est un peu en surchauffe. Je pense qu'on est un peu en surchauffe en termes de consommation de crédit. Alors, au-delà de ça, il y a effectivement eu toujours ce problème. Il y a toujours ce problème de surcoût qui est lié à l'absence de visibilité quelque part. Si vous voulez si vous donnez de la visibilité à un industriel sur des très grandes séries longue durée, avec des arrangements contractuels qui permettent éventuellement de casser ça, l'industriel, il va s'organiser pour que ça baisse, pour qu'il y ait des rendements de production qui amènent effectivement une baisse. Donc, pour compléter ce que Jean-Pierre dit, en fait, il faut garder en tête que l'augmentation très forte du budget de la défense, qui va à peu près augmenter de 50% entre le début en 2024 et la fin en 2030 de la loi de programmation. L'objectif étant qu'il atteigne 3% de la richesse nationale. Voilà. Donc, ce sera à peu près 2,5%, je pense, au final. Et ici, en fait, on ne fait que recapitaliser les armées qui manquent de matériel. Donc, en fait, on n'a pas de ressources en plus. En fait, paradoxalement, il y aura moins d'équipements à la fin de la loi de programmation qu'au début. Donc, en fait, c'est là la tension c'est qu'on essaie de faire le maximum avec un budget qui est beaucoup trop contraint, paradoxalement. Jérémy Caussade, comment ça se passe pour vous? Comment vous financez vos avions? Et est-ce que vous craignez pour le financement de vos drones? Le sujet, c'est que le financement industriel côté privé est assez peu présent, pour ne pas dire quasiment inexistant en France et voire de façon plus générale en Europe. Donc on a un problème de fonds très clairement, de fonds d'industrie lourde. Pour les startups, on arrive à trouver quand même pas mal de choses. Quand on veut passer à l'échelle de scale-up, c'est un autre sujet. Pour autant, il y a quand même effectivement des évolutions dans le bon sens de ce point de vue-là. Je vous cite un exemple sur le sujet de l'aviation décarbonée. On a été lauréat il y a quelques mois maintenant des fonds européens Innovation Fund, donc redistribution des crédits carbone pour 95 millions dans le cadre de notre avion régional ERA. Donc c'est loin d'être négligeable. On commence à voir des sujets équivalents arriver pour les fonds européens de défense et notamment pour des fonds dédiés aux techno dual. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à rappeler dans les enjeux de défense pour demain. Il y a une partie des technos qui sont des technos communes aux enjeux de décarbonation et aux enjeux de défense dans le cadre des objets qui nous concernent, c'est-à-dire des avions et des drones. Donc, il va falloir trouver une façon de financer. Il va falloir qu'on soit capable aussi, nous, industriels, de faire des volumes à des coûts compétitifs. Et ça, c'est de nature aussi à garantir une visibilité dans le temps un peu meilleure et surtout une performance à l'export qui est de nature à minimiser finalement les difficultés de visibilité française, voire européenne. Donc oui, le jalon européen est extrêmement important et la capacité à être performant sur le marché export aussi. Sandra Budimir, on entend souvent pour les startups, c'est compliqué de grossir, de passer à l'échelle. Comment éviter que des pépites se fassent racheter ou partent aux États-Unis? Elles peuvent se faire racheter si c'est un bon prix. Ma foi, il n'y a pas de Oui, règle mais là, on sur parle le de sujet. souveraineté. Ou elles peuvent se faire racheter par un industriel français. Absolument. On a vu Préligence s'est fait racheter par Safran l'année dernière. Ça se passe a priori très bien. Jérémy vient de le dire. Il faut être en capacité de les financer. Et c'est vraiment ce rôle que Expansion a d'être le trait d'union et a vocation, on va dire, à rendre vertueux cet attelage privé-public, à cette capacité à accroître l'impact du soutien public, de la commande publique, de l'investissement public. On parle beaucoup des fonds européens qui donnent des contrats, qui donnent des fonds. Mais si un fonds de droit privé comme Expansion Venture, c'est un fonds normal, qui a des axes de performance classiques. On a 50 périodes d'investissement, on doit rendre le fonds dans 10 ans. Les gens qui nous confient leur argent, et il y en a des institutionnels, des banques, des assurances et des individuels, ils s'attendent à une certaine performance. Ils ne le font pas. Alors, le sujet, évidemment, est un sujet, on va dire, qui est de conviction. Oui, et de sécurité. Et de sécurité, mais personne distribue son argent pour le perdre à fond perdu. Donc tout le monde a une prise de conscience qu'il y a un marché. La valorisation c'est juste factuel. La valorisation des boîtes de défense ces dernières années a été multipliée quasiment par 20. On voit les valorisations de Rheinmetall et d'autres entreprises. C'est un marché profitable et donc on va faire venir des institutionnels tous ensemble. On va montrer que ça marche, on va montrer qu'on a des projets pour créer des fonds plus gros et pan-européens. Jérémy Caussade, est-il question de racheter? Avez-vous connaissance d'un potentiel racheteur de votre entreprise?
Pas à ma connaissance. C'est pas tellement à l'ordre du jour. La notion de collaboration et d'investissement de sociétés industrielles dans des scale-up. Donc désolé, j'ai pas le terme français. Entre la start-up et la société industrielle mature. On a EDF notamment qui est au capital d'Aura, mais pas que. Et donc le sujet du rachat, ça peut être une porte de sortie. Nous, en l'occurrence, en étant constructeur d'avions, ce qui est surtout important, c'est d'arriver à financer nos programmes et à trouver la capacité à pouvoir avoir une taille suffisante qui nous permet de nous battre au niveau mondial. On a en cours de construction 2 fois 50 000 m² de bâtiments industriels lourds à Toulouse et à Daytona Beach. L'idée, c'est d'arriver à trouver comment on peut arriver justement à porter ça, passer la taille critique et être capable de se battre au meilleur niveau mondial, tout en étant une société qui a été créée en 2018. Bon, écoutez, on vous souhaite bon vent. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.